Alors, bonsoir à tous. Alors, avant de démarrer, comme d'hab, est-ce que vous pouvez juste me confirmer qu'on m'entend bien et qu'on voit bien mon écran? Ouais, super, merci beaucoup. Eh ben, bienvenue donc pour ce quatrième cours d'électronique numérique, quatrième séquence de cours d'électronique numérique. Et cette fois-ci, dans cette séance de cours, on va parler des systèmes séquentiels. Donc, après avoir fait donc les deux dernières séances de cours en parlant des systèmes combinatoires, on va changer un petit peu de type de système et on va aller sur des systèmes qui sont dits séquentiels. Alors, pour rappel, qu'est-ce qui définissait un système combinatoire? Un système combinatoire, c'était un système dont les sorties ne dépendent que de la combinaison d'entrées. Donc ça, c'était comme ça qu'on avait défini donc, le mot combinatoire. Donc cette dépendance avec uniquement la combinaison des entrées. Et c'est comme ça c'est ce qu'on avait vu jusque-là. Maintenant, je vous demande de considérer le système suivant et de réfléchir un petit peu au système suivant. C'est un système qui est assez simple en soi aussi, qui consiste à dire que il est composé de deux entrées et de une sortie, que vous avez votre sortie qui passe à 1 dès lors que deux entrées sont actives, que la sortie passe à 0 dès lors qu'aucune des deux entrées n'est active, et que dans tous les autres cas, la sortie ne change pas. Vous êtes d'accord que ce cahier des charges, en fait, il est assez simple. On n'est pas en train de décrire un microprocesseur ou que sais-je, on décrit juste un système qui est contrôlé par deux entrées et qui peut passer, dont la sortie peut passer de 1 à 0 sous certaines conditions. Et ben, si on essaie d'écrire ce système-là, et si on essaie de créer ici la table de vérité associée à ce système-là, bah, vous allez voir qu'on va être un tout petit peu embêté. Alors, il y a deux cas qui sont très évidents. Le premier, c'est que si les deux entrées sont actives, on sait que la sortie vaut 1. Donc là, on est bon. Il n'est pas très beau, moi, je le refais. Voilà, là, on est bon. On sait aussi que lorsque aucune des deux entrées n'est active, la sortie vaut 0. Ça, c'est facile. Et dans les autres cas, la sortie ne change pas. Et là, on est vachement embêté, parce qu'on ne sait pas quoi mettre dans cette case-là, ni dans cette case-là. Donc la sortie ne change pas, ça signifie que la sortie, en fait, vaut elle-même, vaut son ancienne valeur. Et comment traduire ça dans une table de vérité? On ne sait pas. Voilà. Et donc, on est en présence ici d'un système qui ne peut pas être représenté sous la forme d'une table de vérité. L'autre manière de voir les choses, c'est de dire, pour une même combinaison d'entrées, par exemple, qui est celle-ci, vous pouvez potentiellement avoir deux sorties différentes, 0 ou 1. 0 si on est arrivé là parce qu'avant on était à 0, 0, et 1 si on est arrivé dans cet état-là parce qu'avant on était à 1, 1. Et donc, ce système-là ne répond plus à la condition de dire la sortie ne dépend que de la combinaison d'entrées, et ce n'est donc pas un système combinatoire. Donc ce système-là n'est pas combinatoire. Alors, comme ce système-là n'est pas combinatoire, il faut lui inventer un autre mot. Et cet autre mot, c'est le mot séquentiel. C'est pour ça qu'on va parler maintenant de synthèse de système séquentiel. Donc ce qui définit un système séquentiel, ou comment on sait si un système est séquentiel? Un système est séquentiel dès lors que pour une même combinaison d'entrées, on peut avoir plusieurs combinaisons de sorties possibles. C'est exactement le cas qu'on avait là. Même combinaison d'entrées, deux sorties possibles. Du coup, l'autre manière de décrire ça, c'est de dire que l'état du système ne dépend plus que des entrées, mais de la séquence avec laquelle les entrées sont arrivées. Donc ça dépend de comment les entrées sont arrivées. Si avant on était à 0, 0, puis on est passé à 0, 1, la sortie vaut 0. Si avant on était à 1 et on est passé à 0, 1, la sortie vaut 1. Donc l'idée que le système dépend non plus d'une combinaison d'entrées, mais d'une séquence d'entrées, c'est de là que vient en fait le terme qui a été choisi pour décrire ce type de système, donc le terme séquentiel qui a été choisi. Une autre manière de voir les choses, ou un corollaire de ça, c'est que comme
ce n'est plus l'entrée active à l'heure actuelle, mais une séquence d'entrées qui définit la sortie, et ben à un moment, il faut pouvoir mémoriser. Pourquoi? Parce que à l'instant T, j'ai accès à mes entrées. Pour calculer ma sortie à l'instant T, j'ai accès uniquement à mes entrées à l'instant T. Mais comme la sortie va dépendre aussi de ce qui s'est passé avant, eh bien, il faut pouvoir mémoriser ce qui s'est passé avant, d'une certaine manière. Donc, ce type de système vont forcément avoir la notion de mémoire. Avec ce type de système, on va forcément voir apparaître la notion de mémoire. Autre corollaire de ça, à un changement sur les entrées, le système réagit en fonction de son état actuel. En effet, selon l'état dans lequel le système a été amené, un changement sur les combinaisons d'entrées, un switch d'une entrée, va conduire à des réactions différentes. Et ça, on a déjà vu, ils ne peuvent pas être décrits de manière exhaustive par de simples tables de vérité. C'est ce qu'on a démontré avec cet exemple-là. Voilà. Ni par un tableau de Carnot, puisqu'un tableau de Carnot, vous le savez maintenant, c'est rien d'autre qu'une représentation sous forme d'une matrice d'une table de vérité. Donc maintenant qu'on a défini ce qu'était un système séquentiel, alors évidemment, comme d'habitude, vous m'arrêtez, vous pouvez n'hésitez pas à poser des questions via le chat si jamais vous avez des soucis. Donc, ce que je disais, c'est que maintenant qu'on l'a défini, eh ben, il faut pouvoir le créer. Donc la question c'est de savoir, ok, maintenant on a mis un mot sur ce type de système, on a mis le mot séquentiel sur ce type de système, comment est-ce qu'on fait pour fabriquer un tel type de système? Eh ben, à minima, il faut introduire une nouvelle variable. On l'a dit, je reviens là-dessus, il faut pouvoir, on a parlé de mémoire, on a parlé de sauvegarder son état actuel ou de connaître son état actuel. Donc à minima, il va falloir introduire une nouvelle variable, et cette nouvelle variable va d'une certaine manière témoigner de l'état du système, ou donner finalement l'état du système. Donc, on revient sur le système qui est décrit ici. Voilà. Et on essaye de le reconstruire. Donc on a un système qui est composé de deux entrées. Donc je refais ma table de vérité. A, B, ma sortie Y. Je sais que 0, 0 va me donner forcément 0. Je sais que 1, 1 va me donner 1. 1, 0, ça va dépendre de l'état d'avant. Donc, Y va en fait, si l'état d'avant était 0, ma sortie Y va être à 0. Si l'état d'avant était 1, ma sortie Y va être à 1. Donc ici, il faut que j'introduise une nouvelle variable qui était l'état d'avant. On va l'appeler comme ça pour le moment. Et puis on peut lui donner un petit nom, on peut lui donner Y' par exemple. Parce que l'état d'avant, globalement, c'est Y à l'instant d'avant. Donc on peut l'appeler Y' ou Y étoile, comme vous voulez. Mais on va donc introduire cette nouvelle variable qui est l'état d'avant. Et on va dire que ici, eh ben, quand A vaut 0 et B vaut 0, quel que soit l'état d'avant, ma sortie Y vaut 0. Quand je suis à 1, 1, je ne m'intéresse pas non plus à l'état d'avant, je mets ma sortie Y à 1. Par contre, quand j'ai 1, 0, bah, si l'état d'avant c'était 0, ma sortie vaut 0. Et si l'état d'avant c'était 1, ma sortie vaut 1. Et de la même manière, 0, 1, si l'état d'avant c'était 0, ma sortie vaut 0. Si l'état d'avant c'était 1, ma sortie vaut 1. Et donc maintenant, j'ai une nouvelle table de vérité. Donc j'ai fabriqué une nouvelle table de vérité qui est cette fois exhaustive et qui décrit complètement mon système. Mais vous voyez que pour ça, j'ai dû introduire une nouvelle variable. Et donc avec cette table de vérité, je peux tout à fait trouver la fonction logique associée à mon système. Il me suffit de faire par exemple un tableau de Carnot. Je le fais vite fait. Donc AB, Y étoile. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. On n'oublie pas le code Gray ici. 0, 1, hop, pif, paf. Quand c'est 0, 0, ma sortie vaut 0, quelle que soit ma variable d'avant. Quand c'est 1, ma sortie est à 1, quelle que soit la variable d'avant.
Et puis quand c'est 0, 1 ou 1, 0, ben je ne fais que simplement recopier ce qu'il y a sur Y'. Et donc, avec ce tableau de Carnot, je peux tout à fait, voilà, je fais mes petits groupes. Un là, un là, un là. Et je peux écrire tout simplement que Y vaut AB, ou Y étoile A bar B, ou Y étoile A B bar, ce qui vaut à Y étoile A XOR B ou AB. Voilà pour ce système. Et c'est comme ça ça suffit pour décrire mon système. Donc il a fallu juste que j'introduise cet état d'avant. Dernière chose, la variable qu'on a rajoutée, donc cette variable que j'ai appelée joliment état d'avant, en fait c'est ni une entrée ni une sortie. En fait, du coup, on va l'appeler variable interne. Pourquoi variable interne? Parce que, encore une fois, c'est ni une entrée ni une sortie, elle est juste utilisée pour connaître l'état du système et pour pouvoir prédire la sortie suivante. Vous êtes OK avec ça? Donc, on a dit, globalement, si je veux faire la synthèse, je vais être obligé, comme c'est un système qui a une mémoire, je vais être obligé d'introduire une nouvelle variable, qui est donc un petit peu cette mémoire. Et une fois que j'ai introduit cette nouvelle variable, je peux écrire une table de vérité qui me donne ma sortie en fonction de mes entrées, mais aussi de cet état actuel. Si ça c'est clair pour vous, c'est cool parce que du coup vous avez compris l'essence même de ce que c'est un système séquentiel. Et donc maintenant on va voir, alors là on l'a fait un petit peu avec les mains, hein, j'ai parlé de synthèse directe, donc là on a essayé de faire un petit peu ça avec les mains. Et maintenant vous allez voir quelles sont les méthodes qui permettent en fait de réaliser ces systèmes séquentiels. Donc s'il n'y a pas de questions, je passe à la suite, j'enchaîne. Donc pour préciser dans un premier temps, une chose importante, c'est que la variable interne, donc on a dit qu'elle est utilisée dans la fonction combinatoire pour calculer les sorties. Regardez, hein, c'est bien le cas. Y dépend de Y star ici, donc la variable interne Y étoile est bien utilisée pour calculer Y. Mais elle-même, elle doit être calculée à l'aide d'une fonction combinatoire qui dépend de ses entrées et de sa propre valeur. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que cette variable interne, on a dit que c'était entre guillemets l'état d'avant, sauf que l'état d'avant, il faut aussi le mettre à jour. Quand les entrées changent, on va mettre à jour la sortie, mais une fois qu'on a mis à jour la sortie, l'état d'avant devient l'état d'après. Donc ça veut dire qu'il va falloir remettre à jour l'état d'avant. Qui décide quel terme dans l'expression de Y prend le dessus? Entre le Y et le Y étoile? Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Prend le dessus sur quoi? Parce que là, globalement, en fait, ce qu'on dit simplement arrivé là, c'est qu'on calcule le Y à partir de A, de B et de Y étoile. Et effectivement, ce qui manque pour compléter ça, c'est ce que j'ai précisé ici. Donc c'est le deuxième point que j'ai précisé ici, qui est de dire que effectivement, le Y étoile doit lui-même être calculé. Donc le Y doit être mis à jour, cette variable interne doit être également mis à jour. Alors, je ne sais pas si c'était ça ta question, pour savoir exactement la différence entre Y et Y étoile, mais voilà. C'est Tati ou Tata ou Tati, mais c'est la machine qui sait quel terme vaut Y. Alors,
encore une fois, si c'est ce Y là dont tu parles, là c'est le cahier des charges qui est là, qui nous dit ce que vaut Y. Si c'est ce Y là dont tu parles, en fait ce Y là, je l'ai appelé Y étoile, j'aurais pu l'appeler n'importe quoi. Ça c'est un état. Ouais, je sais que c'est dur sans parler, ouais. Je sais que c'est plus dur par chat, mais au pire, on en discutera en TP ou en TD. Mais l'idée, c'est vraiment ce Y là, la valeur de ce Y là, elle est fixée par le cahier des charges. La valeur de ce Y étoile là, j'aurais pu l'appeler Y étoile, X, j'aurais pu l'appeler comme vous voulez, tati tata effectivement si tu veux. Ça, c'est juste une variable dont j'ai besoin pour écrire Y. Donc c'est une variable que j'ai créée, qui n'existe pas, que j'ai créée, qui me sert à décrire de manière exhaustive ce que vaut Y, et il se trouve que cette variable-là, c'est en fait l'état d'avant. Voilà, donc cette variable-là, elle traduit, elle témoigne de l'état d'avant du système. Et j'ai choisi que l'état d'avant, c'était 0 quand la sortie vaut 0, et que l'état d'avant, c'était 1 quand la sortie vaut 1. J'aurais très bien pu faire l'inverse. Bon, évidemment, c'est plus simple dans ce sens-là, c'est assez logique de le faire dans ce sens-là, mais j'aurais très bien pu décider que l'état d'avant, quand l'état d'avant valait 1, ça veut dire qu'avant c'était la sortie valait 0, et quand l'état d'avant valait 0, ça voulait dire que la sortie vaut 1. Et donc voilà, et donc ce que je redis encore une fois, c'est que donc cette nouvelle variable, elle va me servir à calculer la sortie, mais qu'il ne faut pas oublier que cette nouvelle variable, elle doit également être recalculée à chaque fois que la sortie change, ou même à chaque fois que les entrées changent. Parce que l'état d'avant, ce qu'on appelle l'état d'avant, une fois que la sortie a changé, l'état d'avant a aussi changé. Du coup, ça donne un truc comme ça, quand on le représente. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu ou pas beaucoup à ta question. Encore une fois, hein, si tu veux qu'on en discute, ce sera peut-être plus simple en live pour le coup, mais voilà. Donc, ce que je disais, c'est que du coup, ça représente le système en fait complet, le système séquentiel complet. Il se représente, on peut le visualiser de cette manière-là, à savoir que ici, vous avez les entrées, vous avez les sorties, et vous avez ces variables internes qui font le tour, qui sont en fait calculées. Ces variables internes qui, ici, avec les entrées, servent à calculer les sorties, ça c'est le point 1, mais qui sont aussi ici recalculées en fonction des entrées et des sorties avant d'être réinjectées dans le système combinatoire. Du coup, si on revient à notre exemple, eh ben, on a dit que globalement, on avait trouvé l'expression de Y, on avait dit que Y était égal à A, B, ou Y étoile A XOR B. Voilà. Et puis quand on regarde en fait ce tableau-là, la manière dont on a défini Y, c'est que Y en fait c'est en gros l'état d'avant de la sortie. D'accord. Donc si on doit calculer la prochaine valeur de Y étoile, on se rend compte que la prochaine valeur de Y étoile, bah, c'est laquelle finalement c'est la même expression qui est là. AB ou Y étoile A XOR B. Donc ça on va l'appeler Y étoile. Alors ça c'est pas la manière la plus heureuse que je peux représenter. Je vais écrire comme ça. Y étoile à t plus delta t est égal à A, B ou Y étoile autant t A XOR B. Voilà. C'est mieux de le représenter comme ça. Donc ça c'est l'évolution. Ça c'est l'évolution de ma variable interne. Ça, c'est l'évolution de ma sortie qui dépend de la variable interne. Et donc, si je mets tout ça dans un schéma, ça donne quoi? Ben, ça va donner que je vais d'abord faire un et ici entre... Là, j'ai mon entrée A. Là, j'ai mon entrée B. Je vais faire un et entre les deux. Je vais faire un XOR aussi entre les deux. Hop.
Ensuite, le A XOR B, vous voyez qu'il faut que je le fasse un et avec ma variable interne. Donc ma variable interne, y étoile, pour l'instant, elle est là, tranquillement. Voilà. Ensuite, il faut que je fasse un ou entre ces deux. Ça va me donner ma sortie Y. Mais ça va me donner aussi ma prochaine valeur de Y étoile. Et donc cette valeur-là, je vous le mets en rouge, cette valeur-là, hop, je vais tout simplement la renvoyer à l'entrée. Et c'est ça qui va constituer ma future valeur de Y. On se le tente. Hop. On va se le tenter avec circuit verse, donc le simulateur. Voilà. Hop. Donc, j'ai donc mes entrées qui sont A et B, qui sont là, qui rentrent dans un et. Donc, gate, je vais mettre un et. J'ai mes entrées qui sont A et B. Les deux arrivent dans un et. Les deux arrivent aussi dans un XOR en dessous. Donc hop. XOR. Et voilà. Ensuite, vous avez un et avec une variable interne. Pour l'instant, on ne va pas la dessiner. Voilà, on a un et avec une variable interne. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est. On a un ou entre les deux sorties. Donc on a un ou entre ça et ça. Et ça va me donner ma sortie. Donc output, hop, on va mettre une petite LED. Voilà, hop, une petite LED. Donc ça, c'est ma sortie. Voilà. Et puis, j'ai dit, hein, regardez, ce trait rouge, c'est aussi ma variable interne. Donc le Y qui est supposé arriver ici, bah, il vient tout simplement de là. Donc ici, hop, je vais réinjecter mon Y. Et on teste, donc les deux entrées sont à 0, je fais un petit zoom, les deux entrées sont à 0, vous voyez que la sortie est à 0, donc ça c'est logique. Dès que j'active une entrée, il se passe absolument rien, parce que avant j'étais à 0, donc je peux activer cette entrée autant que je veux, il ne va rien se passer. Je peux activer cette entrée autant que je veux, il ne va rien se passer. En revanche, dès que j'active les deux entrées, tac, vous voyez que la LED s'est allumée. Et ma variable interne qui est là est passée à 1. Maintenant, je peux désactiver comme je veux chacune des deux entrées. Il ne se passe toujours rien jusqu'à ce que je décide de retirer les deux entrées. Et là, ma LED s'éteint de nouveau. Donc ça marche. Voilà. Donc, on a bien réussi à fabriquer ce circuit séquentiel qui répond au cahier des charges avec, encore une fois, plutôt de l'intuition sur ce coup, puisque on s'est dit il faut rajouter la variable interne, etc. etc. Donc c'est plutôt une méthode, on va dire, intuitive. Mais en tout cas, on est arrivé au résultat après avoir rajouté cette variable interne. Ok, c'est toujours là. Donc, ça c'est quand on a des problèmes simples. Problème séquentiel simple, comme celui qu'on avait à l'instant, on peut intuitivement essayer de trouver quelle variable interne, combien de variables internes on doit utiliser, parce que c'est pas forcément une seule, quelles variables internes utiliser, comment les utiliser. Dans un cas un peu plus général, c'est pas forcément intuitif, donc on sait pas forcément a priori combien de variables internes on va utiliser, ni comment on va les utiliser, et donc dans ce cas-là, il faut utiliser ce qu'on appelle des méthodes systématiques, donc méthode de synthèse systématique. Et la plus connue, la plus usitée, c'est ce qu'on appelle la méthode de Huffman, éventuellement complétée par Mealy. Donc c'est soit la méthode de Huffman, soit la méthode de Huffman-Mealy, qui est donc une méthode qui se passe en 3 étapes. La première, c'est de représenter le système sous forme d'un graphe de fluence, donc une représentation graphique du système avec
notamment identification des différents états et de comment est-ce qu'on passe d'un état à l'autre. La deuxième qui est de déterminer le nombre de variables internes à partir de ce graphe-là et comment je code mes variables internes à partir de ce graphe-là. Et la troisième qui consiste à ensuite fabriquer des tableaux de Carnot pour trouver les équations combinatoires de la variable interne et des sorties, en quelque sorte ce qu'on a fait nous. Ce qu'on a fait nous, c'est uniquement l'étape 3, puisqu'on avait déterminé directement à l'étape 2 comment est-ce qu'on allait utiliser la variable interne sans trop se casser la tête. Donc nous, on a un peu... Concrètement, on a sauté les étapes 1 ou 2 pour faire directement l'étape 3, comme c'était un système simple. Mais si ce n'est pas un système simple, il faut faire tranquillement les étapes 1 ou 2 pour arriver à l'étape 3. Alors aujourd'hui, je ne vais pas trop vous en parler. Alors, graphe de fluence, ça ressemble à ça. Ça, c'est un exemple de graphe de fluence, où on voit les différents états et la manière dont on passe d'un état à l'autre. Et concernant la méthode de Huffman, je ne vais pas la décrire dans cette séance de cours. En fait, j'ai une vidéo à part. Donc vous pourrez la retrouver sur YouTube. Pour l'instant, elle n'y est pas encore, mais je vais la mettre en ligne d'ici la fin de la semaine, qui vous donne un exemple de comment est-ce qu'on applique la méthode de Huffman. Pourquoi je ne la mets pas dans le cours, cette méthode-là? Parce qu'en fait, elle est assez peu utilisée. On va très rapidement voir pourquoi, en général, on n'utilise pas la méthode de Huffman et on utilise d'autres techniques pour calculer ces systèmes séquentiels. Donc c'est pour ça qu'elle ne fait pas partie du cours, parce qu'en vrai elle est très peu utilisée. En revanche, elle a un intérêt, c'est qu'elle permet vraiment de bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un système séquentiel, puisque une fois que vous avez fait la synthèse complète d'un système séquentiel à l'aide de la méthode de Huffman, vous comprenez en général assez mieux les mécanismes qui interviennent. Donc c'est une vidéo complémentaire, vous n'êtes pas obligé de la suivre, elle n'est pas au programme, mais pour votre curiosité personnelle, n'hésitez pas à y jeter un œil. Alors, si c'est bon, on va passer à l'étape d'après. Quand je vous ai parlé des systèmes séquentiels, je vous ai dit c'est des systèmes qui devraient tenir leur état. Donc la première méthode, la première intuition, ça a été de se dire, pour connaître son état, il faut introduire une variable interne qui va nous donner l'état courant du système, et puis on va mettre à jour cette variable interne à chaque fois que l'état du système change. L'autre corollaire, quand on a décrit ce que c'était un système séquentiel, c'était de dire que c'était forcément des systèmes à mémoire. Et donc, on va se poser la question de est-ce qu'on peut faire un système séquentiel en utilisant des composants mémoire. Donc on va introduire ici la notion de mémoire asynchrone, et on va le faire toujours sur le même exemple. Donc toujours le système qui est composé de 2 entrées et une sortie, avec une sortie qui passe à 1 lorsque 2 entrées sont actives, et 0 sinon, et sinon elle garde son ancienne valeur. Et donc on va essayer d'introduire ce qu'on appelle un composant mémoire. Donc on va définir ce qu'est un composant mémoire. En fait, quand on y réfléchit, un composant mémoire, c'est globalement un composant assez simple qui peut avoir 3 comportements. Contrairement à des portes logiques qui ne peuvent avoir que 2 comportements en sortie, c'est-à-dire soit 0, soit 1, un composant mémoire peut lui avoir 3 comportements, à savoir soit la sortie passe à 0, soit la sortie passe à 1, soit la sortie conserve son ancienne valeur. Donc si on définit un composant mémoire, il faut qu'on définisse quelque chose, un circuit numérique, qui soit capable d'avoir 3 comportements différents, mise à 0, mise à 1 ou conservation de son ancienne valeur. Et si on a un tel composant, on peut assez facilement faire un circuit logique qui correspond à un cahier des charges donné. Alors, qui dit 3 comportements dit au moins 2 entrées. Donc si on parle d'un circuit qui a 3 comportements, c'est forcément un circuit qui a 2 entrées. Pourquoi? Parce qu'il faut coder pour chacun des comportements. Si vous avez une seule entrée, vous pouvez coder entre 2 comportements différents, pas plus. Si vous avez 2 entrées, vous pouvez... Je suis pas sûr d'avoir pas dit un lapsus, donc je recommence. Si vous avez une seule entrée, vous pouvez coder pour 2 comportements différents. Si vous avez 2 entrées, vous pouvez coder que pour 4 comportements différents. Si vous avez n entrées, vous pouvez coder pour 2 puissance n comportements différents. Donc là, il nous en faut 3 comportements, donc il va falloir au moins 2 entrées.
Et là, il y a deux écoles, il y a deux types de mémoire qui existent. C'est les mémoires de type RS et les mémoires de type DLATCH. Mémoire de type D. En fait, l'idée, c'est que comme on a deux entrées, on peut les utiliser un peu comme on veut et on peut, on va dire, on peut donner deux comportements assez différents à la mémoire. La philosophie de la mémoire RS, c'est de dire, je vais utiliser une entrée qui est l'entrée R pour reset, et que quand cette entrée est active, je vais faire une mise à 0, donc la sortie va passer à 0, et une entrée qui s'appelle set, et qui va me servir à la mise à 1. Quand le set est actif, la sortie se met à 1. Et puis souvent sur les mémoires, en fait, par construction des mémoires, on a toujours, quand on construit une mémoire en pratique, on a toujours à la fois Q et son complément. Et donc c'est pour ça que sur les mémoires, vous trouvez à chaque fois le Q et le QN. C'est juste parce que d'un point de vue pratique, d'un point de vue électronique, quand vous réalisez une mémoire, vous avez un nœud qui correspond forcément à QN. Et donc comme ce nœud existe, comme il n'y a pas besoin de le créer, autant le faire sortir du circuit, comme ça on peut utiliser soit le contenu de la mémoire, soit son inverse, indifféremment. Donc ça c'était pour la mémoire RS, c'est de dire ok, je vais décider de mes comportements, je vais dire qu'une entrée qui s'active, ce sera la mise à 1, quand on active l'autre entrée, ce sera la mise à 0, et donc par définition, quand on active ni l'entrée set ni l'entrée reset, à ce moment-là on est en mode mémoire. Le principe du DLATCH est un petit peu différent, c'est de dire je vais créer une entrée qui va me servir à dire si je garde mon ancienne valeur ou si je change ma valeur. Donc ça c'est l'entrée qu'on appelle enable, c'est une entrée d'autorisation. Vous allez retrouver souvent ça en électronique. Enable, c'est rendre possible. Donc rendre possible, donc pour une mémoire, rendre possible, c'est rendre possible la mise à 0 ou la mise à 1. Voilà. Et une entrée data qui va ensuite vous dire si vous mettez à 0 ou si vous mettez à 1. Cette entrée data, elle va vous dire à quoi vous mettez la mémoire. C'est-à-dire quelle valeur vous mettez la mémoire. Donc l'entrée data qui est là et l'entrée enable qui est là. Deux manières différentes de voir les choses, mais deux circuits qui sont complètement équivalents. Alors si je reviens rapidement là-dessus, imaginons que j'ai un composant mémoire, comme par exemple, dans mon cas, une mémoire RS. Voilà. Je peux assez facilement faire ce comportement-là, puisque je sais que la condition pour mettre la sortie à 0, la sortie passe à 0, la condition je l'ai là, aucune des deux entrées actives, donc A bar et B bar, aucune des deux entrées actives. Voilà. Le S c'est la mise à 1, la condition de mise à 1 c'est les deux entrées sont actives, donc A et B. Voilà. Et au final, ma sortie, elle est là. Et puis, globalement, dans les autres cas, la sortie ne change pas. Donc, conserver son ancienne valeur, ça tombe bien. C'est ce que fait la mémoire quand on active ni le R ni le S. Donc, il n'y a même pas besoin de câbler quoi que ce soit pour tenir compte de ce cas par défaut, puisque ce cas par défaut, c'est naturellement celui qu'on obtient quand les sorties ne changent pas. Si on avait utilisé un DLATCH, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Parce qu'il aurait fallu créer une condition pour que les sorties ne changent pas. Mais là, il n'y a pas besoin avec une mémoire RS, ça se fait de manière assez intuitive. Pour vous montrer, je pense qu'on doit trouver ici des mémoires RS. Je vais pas regarder pour être tout à fait honnête. SR, Enable, Preset, Asynchronous Reset, RS, donc je pense que ça c'est pas mal. Il y a des entrées en supplémentaire, donc on va pas le faire. Donc je vais pas vous le montrer là-dessus, parce qu'il n'y a pas une simple mémoire RS, on n'a pas de simple mémoire RS là-dessus. Donc voilà, on va d'abord faire la suite. La suite, c'est vous montrer comment est-ce que je fabrique une mémoire RS, et ensuite on reviendra sur cet exemple-là. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai défini ça, donc j'ai dit il y a deux types de mémoire.
ce qu'on va encore essayer de voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on fabrique une mémoire RS et comment est-ce qu'on fabrique une mémoire de type D. Alors là, ça peut se faire pour la mémoire RS, c'est assez simple, ça peut se faire en synthèse directe, c'est pratiquement tout aussi simple que l'exemple précédent, puisque la définition de la mémoire RS, c'est de dire que la sortie, quand est-ce que la sortie vaut 0, on peut écrire directement la condition la sortie vaut 0. La sortie vaut 0 lorsque on active le reset. Voilà. Ou alors lorsque le Q est déjà 1, est déjà 0. D'accord, donc la sortie vaut 0 dans deux cas. La sortie du mémoire RS vaut 0 dans deux cas. La première, c'est qu'on a activé le reset pour faire une mise à 0. La deuxième, c'est qu'on est en mode mémoire et qu'on était déjà à 0. Donc si on écrit une petite équation là-dessus, on va dire que la sortie Q, elle vaut quoi? Elle vaut donc le Q bar, puisque on est sur du Q égale à 0, c'est égal à R, où donc soit R vaut 1, soit on a... Alors encore une fois, on va mettre des T plus dt, ce sera plus simple. Donc le T plus dt, donc la prochaine valeur de Q, c'est égal à R ou l'actuelle valeur de Q bar. Et on va pouvoir faire la même chose pour la condition Q est à 1. Q vaut 1 lorsque Q bar est à 0. Donc Q bar est à 0, donc Q est à 1 lorsque S vaut 1 ou que le Q est déjà à 1. Donc le Q T plus dt, c'est soit le S qui vaut 1, soit le Q de T qui est déjà à 1. Et donc en transformant un tout petit peu ça, en transformant ces équations-là, on tombe sur le circuit suivant. Donc on va utiliser des portes NOR. Donc pour le Q de T, si vous regardez, le Q de T, c'est quoi? C'est R ou Q bar de T, le tout bar. Voilà. Donc pour le Q de T, on a ça. Pour le Q bar de T, c'est égal à S ou Q de T, le tout bar. Et donc ça, si on le réexprime un tout petit peu différemment, on va dire que Q de T est égal à R. Bon, en fait, ça revient exactement à cette expression-là. Il n'y a pas besoin de le exprimer différemment. Ça revient exactement à l'expression qu'on avait là. Voilà, et ça revient exactement à l'expression qu'on avait là. Et donc, si je fais la table de vérité rapidement, je vais me rendre compte que je peux le faire directement sur le circuit aussi. RS, on va dire le Q, T plus dt, et on va mettre également le Q de T pour se rendre compte que ça marche. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Si j'ai 0, 0, vous voyez que 0, 0, ici j'ai un 0, ici j'ai un 0. Donc si j'ai un 0 ici, je peux écrire directement 0 ou Q bar. Donc voilà. J'obtiens que Q est égal à Q de T. En fait, Q bar de T, le tout bar. Donc ici, Q de T plus dt est égal à Q de T. Ici, si j'ai ce cas-là, là j'ai 0 ou Q de T, toujours. Là j'ai 1 ou quelque chose, ça fait forcément 0. Donc mon Q bar, il vaut 0. Donc si mon Q bar vaut 0 et que mon R vaut 0, le Q, il est forcément égal à 1. Parce qu'on a un 0 ou 0. Donc 0 ou 0, ça fait 0. Le tout bar, ça fait 1. Dans ce cas-là, j'ai 1. Donc le R qui vaut 1. Donc forcément, si le R vaut 1, le Q vaut 0.
et c'est confirmé là en bas. Si le Q vaut 0, ici, on a ici 0 ou 0. 0 ou 0, ça fait 0. Le tout bar, ça fait 1. Donc le Q bar vaut 1. Ça confirme, c'est stable. Et ici, on a un cas un peu particulier parce que là, on a quelque chose d'instable. Puisque vous voyez que ici, je vais avoir 1 ou quelque chose. Donc 1 ou quelque chose, ça vaut 0. Donc j'aurais envie de dire mon Q vaut 0. Mais le Q bar est aussi égal à 0. Puisque le S vaut 1. Et donc ça, c'est un cas un petit peu particulier. Donc si R égale S égale 1, en fait, on n'a pas de notion de mémoire. Puisqu'on a Q qui est égal à Q bar qui est égal à 0. Et donc dès qu'on va quitter cet état, en fait, on va jamais retenir ce 0 là. Puisque dès qu'on va quitter cet état pour revenir par exemple dans cet état là, la mémoire va passer à 1. Donc ça, c'est un état qui est un petit peu instable. Donc on l'évite. Donc on évite toujours d'avoir cet état là. Voilà pour la mémoire RS. Donc une représentation simple de la mémoire RS. Donc maintenant que j'ai ma mémoire RS qui est là, vous la voyez, je peux revenir à mon simulateur de circuit. Alors déjà, je vais dessiner une mémoire RS dans un premier temps. Donc une mémoire RS, j'ai dit que c'était des nord, c'est deux nord. Hop, ici et ici. J'ai une entrée R qui est là, une entrée S qui est là, et ensuite ça croise tout simplement. Donc je vais mettre en output une petite LED qui va représenter le Q, une petite LED qui va représenter le QN. Donc ça c'est le QN en bas, ça c'est le Q en haut. Voilà. Et puis cette sortie là, elle va aussi venir ici. Et puis cette sortie là, celle-ci, cette entrée là, en fait ça va être celle-ci. Voilà. Et ça vient là, et ça vient là. R et R avec le Q et S avec le Q bar. Donc là, j'active le reset. Le reset ici. J'active le reset. Qu'est-ce qui se passe? Mon Q va passer à 0 et mon Q bar va passer à 1. Ça, c'est bien l'état que je voulais. Si je désactive mon reset, vous voyez que je peux activer, désactiver mon reset. Rien ne se passe. Donc j'ai bien une notion de mémoire. Si cette fois j'active mon set, hop, c'est cette LED là qui va s'allumer. Donc je suis bien en mode, donc j'ai bien fait un set et j'ai bien activé mon Q. Là pareil, je peux changer autant que je veux, il va rien se passer. Si je me fais un reset de nouveau, pof, c'est de nouveau la LED du bas qui s'allume et là il se passe plus rien. Et vous voyez que si je fais les deux à 1, en fait j'ai ma LED là qui est à 0. Et l'autre est le Q bar qui est aussi à 0. Donc ça c'est déjà pas terrible parce qu'on n'a pas vraiment Q bar et Q. On a un état qui est un petit peu bizarre. Et puis de toute façon, dès qu'on va quitter cet état, donc soit on désactive en premier le reset et ça va allumer la LED du haut, soit on désactive en premier le set et ça va allumer la LED du bas. Voilà. Et donc voilà, donc c'est pas vraiment un état de mémorisation. Et comme en électronique, il n'y a rien de simultané, je ne peux pas, parce que je peux pressentir la question arriver. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève en même temps le set et le reset? Eh bien, tout simplement, c'est impossible à faire. Vous ne pouvez pas enlever exactement pile en même temps deux signaux. Il y a forcément un des signaux qui va changer avant l'autre. Et donc, en fonction du signal qui change, on va se retrouver soit dans un avec la LED Q allumée, soit avec la LED Q éteinte. Et ça peut être aléatoire, je veux dire, ça peut être un qui va changer un tout petit peu avant l'autre, et puis la fois suivante, l'autre qui va changer un petit peu avant l'un, donc ça peut créer des comportements un petit peu aléatoires. Et là, avec mes mémoires RS, je reviens à ce que j'avais décrit avant, c'est-à-dire mon circuit là. Si je veux refaire le circuit qui correspond donc à ce cahier des charges, j'avais dit qu'il fallait que je calcule AB et que je le mette sur S, et qu'il fallait que je calcule A bar et B bar et qu'il fallait que je le mette sur R. Donc ici, A bar et B bar, maintenant vous savez que c'est aussi A nord B. Donc on va faire ça. On va remplacer en fait le set et le reset qui sont là par deux entrées, donc j'aurais pu les remettre, qui sont les entrées A et B de mon système précédent.
J'ai besoin d'une porte E pour arriver là en bas. J'ai besoin d'une porte nord pour arriver là en haut. Hop. Donc ça, c'est le A nord B qui vient se connecter à mon reset. Et ça, c'est le A AND B qui vient se connecter à mon set. Voilà. Et vous allez voir que j'ai le comportement que je souhaite. Si je connecte ça, j'ai le comportement que je souhaite, à savoir quand les deux sont à 0, ma LED s'éteint. On peut la virer celle-là, elle ne sert plus à rien. Quand mes deux entrées sont à 0, ma LED s'éteint. Si j'active une entrée, ma LED n'est pas supposée s'allumer. Parce que j'ai mal câblé, tout simplement, ici. Ça vient se câbler là-dessus et non pas tout là-haut. Donc quand j'active une entrée, voilà, ma LED reste éteinte. Quand j'active l'autre entrée, ma LED reste éteinte. Quand j'active une entrée puis l'autre entrée, ma LED s'allume. Voilà. Et puis quand je désactive ensuite mes entrées, que ce soit l'une ou l'autre, rien ne se passe. Et il faut que je désactive mes deux entrées en même temps pour que ma LED s'éteigne à nouveau. Donc c'est bien le cahier des charges qui est marqué ici. Voilà donc pour la mémoire RS. Je termine rapidement pour aujourd'hui avec deux choses. L'alternative de la mémoire RS avec des NAND. Voilà. Donc je peux vérifier. Donc ça c'est le schéma alternatif de la mémoire RS avec des NAND que je peux vérifier vite fait. 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 et 111. Vérifions ça vite fait. Donc là, on a un NAND. Donc le NAND fait que dès lors que ici, alors pour avoir un Q à 0, pour avoir la sortie du NAND ici à 0, il faut absolument un 1 là et un 1 là. Pour avoir un 1 là, il faut un 0 ici. Donc les seuls cas de figure pour lequel on a le Q qui vaut 0, c'est quand on a à la fois S qui vaut 0 et le Q bar qui vaut 1. Donc S qui vaut 0, c'est ces cas ici, et il faut le Q bar qui vaut 1. Donc le Q bar qui vaut 1, c'est le Q qui vaut 0, donc ici. Voilà. Et ici. Donc là, on est sûr d'avoir la sortie à 0. Même chose là, donc ici, si on a un 1 là et un 1 là, on est certain d'avoir le Q bar à 1. Pardon, on est certain d'avoir le Q bar à 0, donc le Q à 1. Donc ça, c'est quand on a 0 sur le reset et en même temps le Q qui vaut déjà 1. Donc il faut avoir 0 sur le reset et le Q qui vaut déjà 1. Et là, on a bien 1. Et 0 sur le reset et le Q qui vaut 1. Donc ici, on a bien un 1. Voilà. Ensuite, il y a encore ces deux cas de figure-là à traiter. Ces deux cas de figure-là à traiter, il se passe quoi? On le marque. Ce premier cas, on a R qui vaut 0. Donc là, on a un 1. On a S qui vaut 1. Donc là, on a un 0. Si on a un 0 à l'entrée d'une NAND, ici, on a forcément un 1. Donc la sortie ici vaut 1, assurément. Voilà. Est-ce que ça confirme le comportement? Si ma sortie là vaut 1, j'ai ici un 1 et un 1, donc elle vaut 0. Très bien. Pour ce cas de figure là en bas, hop, je fais l'inverse. Donc j'ai le R qui vaut 1, le S qui vaut 0, là j'ai un 1, là j'ai un 0. Comme j'ai un 0 sur ma NAND, ici j'ai forcément un 1. Donc là, dans ce cas-là, je sais que le Q bar vaut 1. Et si le Q bar vaut 1, j'ai un 1 sur l'entrée de cette NAND, donc le Q vaut 0. Donc c'est parfait. Ici, quand j'ai tout à 0, je ne vous l'ai pas montré, mais quand j'ai tout à 0, j'ai ici que des 1. Et donc ici, si j'ai le Q bar, le Q à 0, lui il est à 1, et si lui il est à 1, lui il est à 0, donc ça c'est bon. 1, 0, c'est pareil là. Et j'ai de nouveau mes cas de figure un tout petit peu délicats qui sont le 1, 1. Le 1, 1, de nouveau, il ne marche pas des masses. 1, 1, ça implique 0, 0.
Voilà. Si j'ai un 0 ici, c'est-à-dire que j'ai un 1 ici. Si j'ai un 0 ici, c'est-à-dire que j'ai un 1 ici. Donc là, c'est deux cas de figure où j'ai forcément un 1. Donc là, j'ai bien mémorisation. Là, j'ai bien mise à 1 avec le S. Là, j'ai bien mise à 0 avec le R. Et là, j'ai mes cas à éviter comme avec la mémoire RS précédente. Et pour finir, le delatch. Donc le delatch, je vous rappelle, mise à 0, quelle est la condition de mise à 0, quelle est la condition de mise à 1 et quelle est la condition de mémoire. Je retiens mon ancienne valeur si E vaut 0. Si le E vaut 1, je mets la sortie à la valeur de D. Et bien ça, je peux tout simplement le faire avec une mémoire RS. Comment? Eh bien tout simplement en redéfinissant quelles sont les conditions de mise à 0, quelles sont les conditions de mise à 1 et quelles sont les conditions de mémoire. La condition de mise à 0 sur un delatch, c'est de dire que D vaut 0 et que E vaut 1. Comment est-ce que je mets à 0 une mémoire RS? En activant le reset. Donc, mon reset va être égal à D bar E. Pour la mise à 1, faire une mise à 1 sur une mémoire RS, c'est appuyer sur S. Et quand est-ce que je dois appuyer sur S? Je dois appuyer sur S quand j'ai D et E. Donc, et puis mémoire, c'est mise à 0, donc le mémoire, c'est les autres cas. Voilà. Donc, en fait, quand E vaut 0, en gros, E égale à 0 implique R égale à 0 et S égale à 0. Mais ça, on l'a déjà ici, parce que quand vous regardez les équations, si E vaut 0, R vaut 0 et S vaut 0. Okay, donc ça, il n'y a pas besoin, il n'y a même pas besoin d'en tenir compte, cette condition-là. On a juste besoin des deux premières pour construire le circuit. Et donc on le construit de la manière suivante. Voilà. Sur le R, je mets D bar et E. Sur le S, je mets D et E. Voilà. Et j'obtiens le résultat. Maintenant, si je remplace ce circuit-là par ce circuit-là, et que je refais un tout petit peu de calcul derrière, je tombe sur une version simplifiée de ma mémoire, de mon delatch, qui ressemble à ça. Simplement parce qu'on a des AND et des notes, etc. Donc en fait, si on reprend, en fait, si on simplifie, en fait, si on met ce circuit-là à l'intérieur de celui-là, là on a un AND, on a un NOT, donc en fait AND plus NOT ça fait une NAND, voilà, et donc au final on obtient ce résultat-là. Et ce résultat-là que je vais rapidement vous montrer. Et après, on va arrêter là. Donc, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. On a une note qui arrive là. On a nos entrées qui sont D et E. Je sais pas le bon circuit. Donc, le D, il arrive directement ici et il arrive inversé sur la porte du bas. Le E, il arrive directement ici et directement ici. Ensuite, la sortie de la première, elle arrive là. La sortie de la deuxième, elle arrive là. Celle-là, elle remonte là. Celle-ci, elle revient ici. Je rajoute mes petites loupiottes en sortie, là et là. Voilà, et je vérifie que j'ai bien un delatch. Donc si mes deux entrées sont à 0, alors ça c'est le D, en haut c'est le D, en bas c'est le E. Si mon E est à 0, je peux appuyer autant que je veux sur le D, il se passe rien. Si mon D est à 1, je peux à chaque fois que je change, si mon E est à 1, chaque fois que je change le D, je vais inverser, donc ma sortie va se mettre à jour. Puis si je le bloque dans cet état-là, je remets E à 0, je l'ai bloqué dans cet état-là, il ne se passe plus rien. Je mets E à 1, je le bloque dans cet état-là, je peux changer de D autant que je veux, il ne se passe plus rien. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc on a vu aujourd'hui ce que c'était un système séquentiel. On a vu qu'on pouvait les réaliser soit avec une méthode directe, soit avec la méthode de Huffman que vous retrouvez dans la vidéo complémentaire, soit en utilisant des mémoires, ce qu'on vient de réaliser à l'instant.
Voilà. Donc on a vu deux types de mémoire, la mémoire RS et le DLATCH. Et puis pour la suite, eh ben, ce sera la prochaine fois. Alors la prochaine fois, ce sera pas la semaine prochaine parce que je suis en déplacement. Ce sera pas la semaine d'après non plus parce que c'est les vacances scolaires. Donc ce sera mardi dans 3 semaines. Et mardi dans 3 semaines, on va parler de... En fait, on va parler des limites des systèmes séquentiels, en tout cas des systèmes séquentiels réalisés comme ça, et on va commencer à introduire la notion de système séquentiel synchrone. Voilà pour ce soir, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'attends 2-3 minutes avant de fermer la session. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis du coup à la prochaine. Bye bye.